Bonsoir à tous. Je suis enchanté de me trouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle activité de notre paroisse. Une activité importante qui nous donne une richesse et qui nous donne l'occasion de partager et d'échanger nos idées. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. Thierry de Montin, chercheur sur l'alphabet monde de l'Association de l'épigraphie grecque et latine, membre de l'Institut américain de la recherche sur l'alphabet grec et l'alphabet latin, d'être parmi nous et d'animer notre conférence. De même, je remercie l'équipe organisatrice et merci à chacun d'entre vous pour votre présence parmi nous, car une implication de votre part aide à la réussite de nos activités. Il ne reste qu'à vous souhaiter un agréable moment. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le révérend père Arnaud Chemin, supérieur de la maison Saint-Charles-sur-Aisne, le révérend père Charles Daniel pour la conception de l'affiche de cette conférence, le membre de la commission culturelle de la paroisse Saint-Charles, des remerciements pour leur implication dans l'impulsion, le choix, l'organisation et tout ce qui est en rapport avec la présente manifestation culturelle. En organisant cette conférence, l'ordre libanais maronite, représenté par les supérieurs de la maison Saint-Charles, démontre sa fidélité et sa tradition vieille de plus de 3 siècles, qui est de promouvoir les sciences, les littératures et la culture dans toutes ses dimensions, là où il se trouve. En tout cas, au Liban et à l'étranger, là où il y a une présence libanaise qui s'installe, l'ordre libanais maronite était et restera, je l'espère, à l'avant-garde pour accompagner nos compatriotes et veiller à leur enracinement dans la fidélité au Liban sur le territoire national et dans une double fidélité indéfectible au Liban et au pays d'accueil à l'extérieur du Liban, et en l'occurrence à la France, comme nous sommes en France. Ayant fait mes études pendant 8 ans dans l'une de leurs nombreuses écoles du Liban, je peux témoigner de leur rôle en connaissance de cause. Mon rôle cet après-midi est de vous présenter mon ami Thierry de Montin. Certes, une amitié récente mais solide, car elle est bâtie progressivement sur une affinité culturelle et cultuelle partagée. Nous fréquentons en effet la même paroisse à Montigny-de-Bretonneux. Thierry est ingénieur Supélec. Il a fait toute sa carrière dans l'imagerie médicale et continue à travailler dans ce secteur à ce jour. En parallèle, et c'est l'objet de notre conférence, il a une passion profonde et immense pour les alphabets et plus particulièrement pour l'alphabet de la Phénicie, mère de tous les autres alphabets. En effet, dès l'âge de 5 ans, il aimait qu'on lui apprenne l'alphabet. Sa curiosité naissante pour l'alphabet le pousse à apprendre très tôt à lire et à écrire. Mais pour lui, ceci n'était pas suffisant. Il voulait comprendre le pourquoi de la forme des lettres, l'origine de l'alphabet des lettres. Il voulait apprendre comment les lettres ont été fabriquées, le pourquoi et les comment. Il était animé très tôt et de son jeune âge, de sa passion, de cette liens qui font que la personne pousse les limites pour aller jusqu'au bout de sa passion, raisonner, là en l'occurrence. Thierry voulait absolument comprendre c'est pourquoi et c'est quoi de l'alphabet, à quoi elle était destinée, comme il est actuellement, ou dans son temps. À 14 ans, il découvre dans l'encyclopédie Larousse en 6 volumes que la lettre A n'est autre que la première lettre de l'alphabet. Ouf! Une première réponse vient d'être trouvée, mais pour le reste, que faire et comment comprendre le mystère de l'alphabet dans sa globalité? Cette question, cette passion pour l'alphabet sont restés chez lui et pour lui les moteurs qui l'a poussé plus tard
à s'engager dans une recherche approfondie sur l'alphabet phénicien et son rôle de modèle souche pour les autres qui en sont des dérivés adaptés et modélés. À 28 ans, il découvre les Ganji lors d'un voyage professionnel au Japon, ça se prononce comme ça, Oui, tout à fait, oui. et l'étudie après à travers le livre Remembering the Kanji. De la part de son étude de l'alphabet, appliquer cette étude de Kanji aux lettres grecques et latines, visant à faire ressortir des caractères pictographiques, voire idéographiques des lettres. Il a publié ses livres, l'alphabet grec et l'alphabet latin, et les a traduits en anglais en 2012. Il rencontre feu professeur Bordeuil du Collège de France, directeur émérite de l'Institut d'études sémitiques, qui lui dit c'est une spéculation, certes, mais une spéculation raisonnable. C'était un autre moteur pour qu'il pousse ses études plus loin. Thierry va donc développer beaucoup de concepts, d'idées, d'analyses, des faits, des preuves sur l'importance de l'alphabet phénicien dans tout ce qu'il a fait et surtout montrer le rôle capital de l'alphabet de la Phénicie au service des autres alphabets du monde. Deux points que je souhaite partager. Je voudrais ajouter les Phéniciens, nos ancêtres, ont sillonné la mer Méditerranée et autres mers, voire même l'Atlantique, pour développer leur commerce à travers les échanges avec les autres peuples connus de leur époque. Ils ont bâti pacifiquement et sans effusion de sang l'un des empires les plus anciens et les plus importants au monde. C'était un empire d'échange et de prospérité. Ceci leur a poussé à trouver un moyen de communication simple et commune à la population de cette mer magnifique, et ainsi ils ont donné l'alphabet au monde. Rappelez que l'Europe était le nom d'une princesse phénicienne, enlevée selon la légende grecque par les dieux Zeus, et transportée jusqu'aux côtes de l'Europe actuelle, qu'on lui a donné le nom de cette princesse d'après la légende précitée. Dernier point, le père Émile Edé, moine missionnaire libanais, ayant vécu entre 20 à 25 années au Brésil, a écrit un livre intitulé Les Phéniciens ont découvert le Brésil. Il met un point d'interrogation, mais pour lui c'est une confirmation. Son livre de 300 pages environ, avec une importante bibliographie, démontre par des indices, des preuves, des traces et des ruines archéologiques que les Phéniciens ont été les premiers à avoir découvert le Brésil et le continent américain, mais sans le savoir. Il y a également des preuves philologiques pour étayer ces arguments. En effet, il a recensé une trentaine de mots dans les langues locales et dans les Caraïbes qui sont d'origine phénicienne. Donc, Thierry, avant de lui laisser la parole, est actuellement chercheur sur l'alphabet, membre de l'Académie de l'épigraphie grecque et latine. Il est également membre de l'Institut américain de recherche sur l'alphabet grec et latin. Donc, cher Thierry, c'est à toi maintenant de nous enrichir de ton science, de ton savoir, de ta recherche sur l'alphabet, et merci de votre attention. Merci. Merci Joseph. Merci pour cette présentation détaillée. Je repartirai d'un point que tu as signalé dans mon cursus, c'est cette... effectivement, j'ai quand même été infiniment déçu à l'issue du cours préparatoire où on a constaté que Thierry savait lire et écrire, d'accord, mais je n'avais aucune réponse à mes questions d'enfant sur le pourquoi de ces lettres, pourquoi le sens de ces lettres. Et voilà. Donc, mon papa travaillait à l'Est républicain, donc tous les jours à midi, il ramenait l'Est républicain, il y avait les grands titres, l'Est républicain, et sans doute que ça m'intéressait, je voulais savoir ce que disait papa, et jusqu'au cours préparatoire, il n'a pas été question, une seule seconde, de m'expliquer pourquoi ces lettres, ce qu'elles voulaient dire, ni même de m'apprendre à lire plutôt. J'ai des enfants qui ont appris à lire à 5 ans. Donc il n'était pas question. Ma maman était fille d'institutrice et il fallait respecter la pédagogie imposée par le ministre de l'Éducation. Donc Joseph rappelait qu'effectivement à 14 ans, donc je
déçus et on ne m'a pas dit pourquoi le A a cette forme-là, pourquoi le O a cette forme-là, pourquoi le O est rond, déjà, et, etc., etc. À 14 ans, je découvre dans l'encyclopédie de Larousse cette première phrase au début du dictionnaire Larousse. C'était des gros dictionnaires, c'était l'encyclopédie Wikipédia de l'époque, dont mon père avait hérité d'un de ses oncles qui venait de décéder. Et ils me disent, écoutez, lettre A, première lettre de l'alphabet. J'étais furieux. Je suis resté comme ça 1 heure devant ce dictionnaire ouvert et sans aucune réponse à mes questions. C'était un début de réponse, mais très insuffisant à mon goût, surtout venant de l'encyclopédie Larousse. Je sais que personne qui va chez Larousse ici. Ils vont me revenir vers moi. Voilà. À 28 ans, je vais dans un voyage d'affaires au Japon. Et là, je voulais comprendre un peu comment le kanji, donc qui est l'écriture japonaise, l'écriture pictographique, idéographique, se lisait. Donc, j'étais dans un grand hôtel, le Hilton pour ne pas le nommer, à l'époque, nous avions beaucoup d'argent pour aller faire le voyage d'affaires. Et je vais dans la librairie de cet hôtel, et là je dis, je veux un bouquin pour m'expliquer comment lire le kanji. Et ni une ni deux, le gars me sort le bouquin Remembering the Kanji, qui explique en long et en large, comment lire les caractères, comment s'y retrouver au milieu de ces centaines de caractères. Parce que là, on n'est pas sur 22 caractères comme l'aurait fait les physiciens, mais on est sur plusieurs centaines. Écriture d'ailleurs qui vient du chinois, hein, donc les Japonais ont largement compris, mais en tout cas ce bouquin donnait un certain nombre d'explications sur comment se trouver et comment lire ce kanji. Et puis, partant de là, je reviendrai tout à l'heure sur un exemple. Alors, on peut prendre un exemple sur. Voilà. Alors, cours de kanji uni. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est? Quelqu'un parle de chinois, japonais? Alors ça, c'est le soleil. D'accord. Alors, pourquoi le soleil? Alors, il faut savoir que dans le kanji, il n'y a pas de rond. D'accord. Donc, c'est des coups de pinceau. D'accord. Et donc ça, c'est le soleil. Donc, il faut l'imaginer, effectivement, c'est en fait un rond, et puis que là, il y a un rayon qui sort. Hein. Donc, c'est ça qu'expliquait ce livre, Remembering the Kanji. Donc, le soleil, bien sûr, est lié à la lumière, lié au rayon qui irradie notre planète. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Un peu plus compliqué. Alors, oui, alors, il y a la Lune, mais c'est pas tout à fait ça. La Lune, c'est un autre signe. Non, c'est un œil. D'accord. Alors, l'œil, il faut le voir évidemment dans le sens. Hein, et ça, c'est rond, et puis ça, c'est comme ça, et ça, c'est l'œil. D'accord. Donc, c'est évidemment très très stylisé, mais une fois qu'on le sait, on comprend que, et puis on peut le reproduire indéfiniment, une fois qu'on a compris le truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment? C'est-à-dire soleil et œil. Paysage. Comment? Paysage. Non. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme lien entre le soleil et l'œil? La lumière. Oui, la lumière, on est d'accord. Mais la lumière, bon, c'est un peu déjà très départ. Mais si vous regardez le soleil directement avec votre œil, voilà, vous êtes ébloui, voilà, c'est un peu ça. Donc il y a l'idée de risque. Donc ce mot-là, ça veut dire risque. D'accord, hein? Regarder le soleil avec les yeux, c'est prendre un risque. Voilà. Donc, je vais
vais donner ce seul exemple, on n'est pas là pour étudier le kanji, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, à partir de deux pictogrammes, le soleil et l'œil, on peut concevoir un idéogramme qui est le risque. Dégénérescence matérielle. Voilà, alors attention, oui, s'il y a des ophtalmos, ils vont être furieux. Il ne faut surtout pas faire ça, ne regardez pas le soleil directement sans lunettes de soleil, ça peut être dangereux. Donc, partant de là, je me suis mis je me suis dit, donc j'ai étudié pendant plusieurs semaines ce livre, et puis au bout d'un moment, j'ai compris comment ça marchait, et je suis allé sur l'alphabet, je me suis dit, je vais essayer de lire ces lettres, en l'occurrence, l'alphabet que je connais, c'est-à-dire l'alphabet grec et l'alphabet latin. Alors, il a fallu que je fasse un peu de recherche. Je suis arrivé, bien sûr, sur l'alphabet phénicien, qu'il fallait remonter avant. Et puis, qu'est-ce que je découvre dans ce très bon petit livre édité par de Libanaise et le professeur Bordreuil, dont Youssef a parlé tout à l'heure, au Collège de France, je m'aperçois qu'effectivement, il y a un certain nombre de caractères pictographiques. Aleph, on verra tout à l'heure, c'est le A, c'est le bœuf, G, c'est guimel, etc. Dalet, c'est porte. Voilà. Donc, un caractère pictographique. Et donc la question qui s'est posée, c'est pourquoi les Grecs qui ont adopté cet alphabet perdent toute espèce de valeur pictographique pour leurs lettres. D'accord ? Et donc on va voir, c'est ce que j'essaie de mettre un peu au défi ce soir. Mais pour cela, je vais lire la petite préface du professeur Bordreuil, qui est décédé, comme on l'a dit, et qui était directeur de recherche émérite au CNRS et directeur de l'Institut d'études sémitiques au Collège de France. Cet institut a disparu avec son décès, et maintenant il y a un institut d'études bibliques et du Moyen-Orient, sous l'égide du professeur Romer, mais avec le professeur Bordreuil, effectivement, a disparu un des spécialistes de l'alphabet phénicien en France. Alors qu'est-ce qu'il disait, le professeur Bordreuil ? L'alphabet phénicien, une histoire légendaire. Cadmos était un prince phénicien, fils du roi de Tyr, qui se rendit jusqu'en Grèce en quête de sa sœur Europe et de son ravisseur. Le dieu Zeus est l'auteur du rapt, lui dit l'oracle de Delphes. Rassuré sur le sort d'Europe, Cadmos offrit aux Grecs un nouveau moyen de communication à distance, d'une simplicité enfantine, l'alphabet. Cette histoire, transformée en une légende au scénario romanesque, reflétait l'émerveillement enthousiaste des premiers lettrés envers cette nouvelle science qu'ils considéraient comme divine. Avec nos mots d'aujourd'hui, ils auraient dit « c'est magique ». L'idée géniale que chaque son produit par notre beusier peut être représenté par écrit en un seul signe linéaire simple, demeuré sans application concrète avant les Phéniciens, a rendu l'écriture alphabétique accessible au plus grand nombre. Depuis, lors, toutes les civilisations issues de l'Antiquité méditerranéenne sont les héritières de l'alphabet phénicien. On va s'arrêter sur ce bouquin, qui est encore, on va le trouver sur Internet. Mais, et puis, repartir de là où est arrivé le professeur Bordreuil, c'est-à-dire en Grèce. Alors, écoutez, repartons du dictionnaire Larousse tout à l'heure et regardons la première lettre. Ah. Bon. Ça vient de ça. D'accord ? Voilà, c'est quoi ? Non. Ça c'est quoi, cette lettre ? Oui, c'est une lettre phénicienne. Aleph. Non, c'est Alep.
qui veut dire, en phénicien. Taureau. Maison, Comment? une maison. Non, c'est Taureau. c'est Aleph. Et c'est quoi? Taureau. Oui, c'est le taureau, c'est le bœuf. D'accord? Donc Aleph, c'est le bœuf. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est les cornes. Et ça, c'est la tête. Et même qu'on peut dire que ça, c'est les oreilles. Mais bon, non, ça reste là. Okay? Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la pointe vers le haut. D'accord? Donc ça, c'est alpha. Alors on peut dire, les Grecs sont des âmes, ils ont mal recopié Aleph, et ils lui ont donné une forme comme ça, qui n'a aucun sens, parfaitement ridicule. Ou alors, on peut regarder ce que veut dire cette lettre, et la regarder en 3D. D'accord? Comment? Cône. J'ai pas entendu. Comme un cône. Oui, c'est ça, c'est comme un cône. Mais ce qu'on voit, c'est que ce trait-là, il délimite la partie supérieure de la partie inférieure. D'accord? Et comment on dit? Et donc, ça, c'est une pointe. D'accord? On peut dire que c'est un sommet. Si c'était une montagne, par exemple, c'est le sommet. On peut dire que c'est ce qui est en haut, pas ce qui est en bas. D'accord? Et comment on dit point sommet en haut en grec? Comment? Alpha. Non. C'est une bonne remarque. Mais ça ne se dit pas alpha. Ben, ça se dit acrone. Alors vous connaissez tous ce mot au travers d'un autre mot plus connu et plus vulgarisé. C'est quoi ça? Acropole. Voilà. Et c'est quoi une acropole? C'est une police, ville, qui est acrone, qui est en haut, au sommet. Vous voyez? Et donc, alpha trouve à ce moment-là son sens dans la langue grecque, hein, en s'étant accoquiné, je veux dire, à la langue grecque. Le Aleph est devenu alpha, c'est relancé pour devenir acrone. Deuxième exemple. Pardon. Est-ce que les Phéniciens ont placé également l'Aleph en premier de l'alphabet? Ah oui, alors ça c'était la première lettre de l'alphabet. Aleph. Dites-moi. Il faut ajouter le H, sinon ça fait grille de Damas. Oui, on est d'accord. Et là, Alors, pardonnez-moi pour l'orthographe, je suis d'accord. C'est une consonne. Alors, voilà, ça c'est un bon point. C'est que, en phénicien, c'est une consonne. On a parlé d'alphabet consonantique. Et je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Je n'ai pas encore parlé d'alphabet consonantique. Qu'est-ce que c'est qu'un alphabet consonantique? Est-ce que vous avez déjà... Voilà, donc il n'y a pas de voyelle. Mais, en fait, on utilise tous l'alphabet consonantique, et j'ai perdu mon stylo. Sur la table, en dessous de la table. En dessous de la table, En dessous de l'Acropolis. Voilà. S'il joue le cache-cache avec moi, ça va être terrible. En dessous de l'Acropolis. Qu'est-ce que c'est qu'un alphabet consonantique? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je l'écris en SMS. désolé. Ça veut dire désolé. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? MDR, par exemple. Mandelé. Mandelé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Salut. Voilà. Donc on utilise tous les jours un alphabet consonantique, hein, et on sait que dans le contexte, DSL, ça veut dire désolé, non pas désola, ou voilà, SLT, ça veut dire salaud, mais ça veut dire salut. D'accord? Donc on utilise aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'alphabet consonantique dans notre vie de tous les jours. Bon. Moi, je n'ai pas terminé la question. Dites-moi. Pourquoi les Phéniciens ont placé l'auto en tête du classement de l'alphabet? Parce que ça signifie l'auto, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Pourquoi ils l'ont placé en question? Joker, je ne sais pas. Je pense que... Oui. Mais pourquoi Pour moi, alors, Pourquoi ont-ils commencé par le taureau? pourquoi ont-ils Parce commencé par le que taureau? c'était un dieu
ancien. Peut-être qu'il avait aussi une valeur par rapport, il a une valeur, on va dire, commerciale, c'est le taureau, c'est le, voilà, c'est le cheptel, c'est une, hein, comment? Voilà, mais c'est aussi une vision religieuse, hein, parce que le taureau peut être sacré, peut être utilisé pour les sacrifices, etc. Donc voilà, il n'y a pas d'information dans le petit bouquin du professeur Borroy là-dessus. Et c'est une bonne question. On va passer à la lettre suivante. Non, d'abord je ne vais pas faire tout l'alphabet, ça serait trop long, et puis après, je vous demanderai d'aller voir dans le bouquin que j'ai écrit, si vous voulez, pour en savoir un peu plus. Mais je vais prendre quelques exemples un peu parlants, un peu significatifs, et j'utilise tout de suite cette lettre-là, qui est quelle lettre? I. Comment? I. Non. L. C'est P. P. Et P voulait dire bouche. Alors on peut imaginer effectivement que c'est une béance, c'est quelque chose d'ouvert, etc. Suivant la forme. Comment? Suivant la forme. Suivant la forme. Voilà, c'est un peu pictographique, mais voilà, ça voulait dire bouche. Manque de bol, c'est que, comme on dit bouche en grec, hein, quand vous allez voir le spécialiste de la bouche, vous allez chez un stomatologue. Voilà. Donc, ça ne marche pas. On ne peut pas réutiliser bouche pour le grec. Alors, on invente une autre lettre qui est dérivée de celle-ci, beaucoup plus géométrique, et qui commence comme ça. Alors, il y a plusieurs formes, plusieurs évolutions, on va pas aller voir toutes. Comment? Pi. Voilà, c'est la lettre pi. Alors, j'ai commencé par comme ça. Alors, moi, j'ai lu, oui, alors ils ont fait le pi comme ça pour le différencier du gamma. Parce que le gamma, c'est comme ça. Évidemment, avec un petit trait, on arrive, c'est pour ne pas confondre les deux. Bon, c'est une explication qui n'a pas suffi, et la lettre finale est là, cette forme-là. C'est la lettre donc pi que tout le monde connaît, pour les scientifiques en tout cas, et beaucoup de monde, voilà, qui est produit chez les mathématiciens, la lettre pi. Alors qu'est-ce que c'est que la lettre pi? 3,14. Oui, d'accord, non, la lettre, 3,14, d'accord. Mais qu'est-ce que ça peut représenter? Un fronton. Ben voilà, c'est une porte. Porte. Comment on dit porte en grec? On dit non, c'est pilier. Pi, Y, lambda, eta. Ok? Pilier. Il est pilier. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire porte. Ça ne veut pas dire pilier. Et vous connaissez ce mot dans le langage courant, qui est, comme on appelle, la porte d'entrée de l'intestin dans l'estomac. C'est quoi? Pylore. Le pylore. D'accord? Donc pylore, pilier, c'est ça. Ok, ça vient de là. Donc c'est aussi une porte. Et avez-vous déjà vu une porte de cette forme-là? Voilà. Voilà. Là, il s'agit, est-ce que vous la reconnaissez? La porte de Mycène. Voilà. Hein? Et je ne voudrais pas dire, mais le linteau, il dépasse un tout petit peu, si vous voyez, je ne sais pas ceux qui sont là le voient, il dépasse un tout petit peu, exactement comme sur la lettre pi. Pourquoi est-ce qu'il dépasse un tout petit peu? Parce que c'est une question de résistance des matériaux. Donc les ingénieurs en mécanique vont dire, si je n'avais pas mis ce petit débordement, le truc se serait cassé la gueule, et les l'ion aussi. Et peut-être la civilisation de Mycène avec. Mais au-delà de l'aspect technique, et on peut penser donc que derrière cette décision de choisir cette lettre-là pour la lettre pi, il y avait bien sûr un certain nombre de mathématiciens, de philosophes, etc. Pourquoi les philosophes? Parce que pi, porte, c'est la porte des l'ion de Mycène, donc c'est la porte d'entrée dans la civilisation. Donc c'est quelque chose de hautement symbolique. Ok.
Et voilà. Donc, au-delà de la représentation pictographique, il y a une représentation symbolique. Alors, on va voir encore quelques lettres pour notre balade. C'est quoi cette lettre? Voilà, c'est le Y. Epsilon. Et d'après vous, c'est quoi? Comment? Epsilon. Non, c'est l'epsilon qui est tout petit. C'est epsilon. C'est epsilon. Pas epsilon, c'est celui-là. Epsilon, c'est ça. Fourmi. Comment? Fourmi. La création des Grecs. Ouais, c'est pas mal, l'histoire de la création. C'est quoi ça? Prière. Le sang. Voilà. Ustera, en grec, qui veut dire matrice, utérus, bien sûr. L'utérus a plus un sens organe purement, mais c'est vraiment la matrice, le sexe, le bas. L'origine. L'origine, voilà. L'origine de l'humanité. Il y a un lien avec le phénicien, ça. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de lettre équivalente. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont créé cette lettre un peu in extenso, puisque les voyelles n'existaient pas en phénicien. Là, il a fallu créer une lettre. Il y a d'autres lettres qui ont été créées et que nous allons voir tout de suite. Dis-moi. Les Grecs dans l'X. Voilà. Voilà. Donc, voilà, hein, c'est ça. Alors, miroir sur le pied, 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Vous voyez le Y. Okay. Et on va terminer par 3 lettres. Alors, nous étions donc sur les lettres très géométriques, enfin, les dernières sont aussi géométriques, mais je veux dire très anguleuses. Dis-moi. Merci. Donc là, on va étudier cette lettre-là, on va étudier cette lettre-là, et on va étudier cette lettre-là. Comment? C'est quoi ces lettres-là en grec? Combien il y a de lettres rondes en grec? Donc, phi. Ok. Avec, oui. Quoi? Omicron. Theta. Alors, je vais le dessiner. Vous avez peut-être été étonné. Comme il était à l'origine. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait un trait. C'était un point. D'accord? Et celle-ci? Omicron. Omicron. D'accord? Donc, on a les 3 lettres rondes. Alors, pourquoi il y a 3 lettres rondes? Ça, c'est quoi en phénicien? Alors, là aussi, il y a une C'est pas c'est aïe, qui veut dire l'œil. l'œil. D'accord? L'œil, d'accord? Le globe oculaire. Et, comment on dit œil en grec? Quand je vais voir le médecin qui s'occupe des yeux, ophtalmos. Donc je vais chez l'ophtalmo, effectivement. On est passé d'une consonne à une voyelle, mais on garde la valeur pictographique. Okay. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi phi, d'après vous? Alors, je vais vous donner un indice pour voir ceux qui ont suivi. Ça, c'était quoi tout à l'heure?
soleil. Alors, c'est pas tout à fait soleil en grec, c'est un autre mot mais qui est lié. Hein. Comment on dit la lumière en grec? Comment? Phos. Voilà, phos. Photos aussi, etc. Et briller, c'est phos, pardon. Et briller, ça se dit phae, etc. D'accord? Que la lumière soit, que la lumière. Donc, c'est l'as qui luit. Donc, on a un récepteur, l'œil, on a l'émetteur qui luit, qui brille, d'accord? Et le dernier, c'est quoi? Le rayon. Comment? Ça, c'est ça, rayon, hein, d'accord? C'est ça, rayon. Comment? Non, lié au même contexte. Hein, c'est quoi l'action l'origine. de recevoir la lumière? C'est La création. La réception. la réception de la lumière, comme on dit. Quand je vous ai dit voir. Voilà. C'est la vue. Et comment on dit vue en anglais, en grec? Théa. Qui a donné. Mais voir quoi? C'est voir la lumière du monde. Voilà. Voir la lumière du monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont liées. Et donc il y a un sens à avoir trois lettres rondes. La connaissance. Ça peut être aussi la connaissance. C'est voir, regarder, mais on ira un peu plus loin tout à l'heure. Je ne vais pas terminer là-dessus. Donc ceci m'entraîne à expliquer un mot qui tourne autour de tout ça, qui est le mot, comment on dit Dieu en grec? Théos. Comment? Voilà, donc Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Et en fait, Théa, c'est aussi, c'est pas seulement regarder, voir, mais c'est aussi contempler. D'accord? Hein? La contemplation étant liée, bien sûr, à l'existence de Dieu. Et contempler, pour contempler, il faut effectivement un certain œil, un certain regard. D'accord? Donc ça donne effectivement du sens à notre mot théos. Et alors, je pense que là, on a vu un peu le côté pictographique, on a vu un peu le côté symbolique, mais je voudrais terminer par une, comment dirais-je, je regarde mon plan, pour être sûr que je n'ai pas oublié la moitié. Voilà, oui. Ce que je voulais montrer, c'est que l'alphabet est anthropomorphique, hein, c'est-à-dire qu'il parle de l'homme, hein, et y compris l'alphabet grec, l'alphabet phénicien pour sûr, et ça c'est montré partout, mais l'alphabet grec aussi parle de l'homme, il parle de la femme, on l'a vu, il parle de l'animal, puisque l'œil, ça peut être aussi un œil d'un animal. Il parle des métiers. Tout à l'heure, on a dit tête en phénicien, c'était un bouclier. Mais si on a dit que c'était œil, ça peut vouloir dire aussi bouclier. Et comment on dit bouclier? Des hoplites, c'est un hoplion. D'accord? Hoplion, les hoplites, vous voyez, c'est ceux qui allaient. Est-ce que ce raisonnement, votre raisonnement, Dites-moi. ne peut pas nous mener à la lettre L, qui est le Dieu? Le Dieu, puisque vous parlez du Dieu création, Dieu lumière. Oui. Est-ce que ça ne peut pas mener à la lettre L phénicienne?
qui veut mener à Dieu. Peut-être, mais je ne sais pas vous donner la Je suis le conviction. raisonnement. J'essaie de... Mais Je quand on voudrais parle vous faire aller un tout petit Gabriel, peu plus loin. Nathanaël, tout ça, ce D'accord. sont des mots phéniciens qui voudraient dire, il y a le N à la fin qui veut dire le Dieu. D'accord. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que le phénicien a aussi sa valeur symbolique. Là, j'essaie de montrer comment effectivement il est passé par l'autre. Et bien sûr, puisqu'on est dans le temps de l'Avent, il ne va pas terminer sans parler de Dieu. Ah, le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Alors comment on dit Dieu en latin? C'est un peu ça mon introduction. On a parlé du grec, on a montré qu'il était anthropomorphique, voilà, hein, Deus ou Dea. Comment on dit diable? Diable. Diablos. Voilà. Alors là, on est un petit peu embêté parce que les deux mots commencent par la même lettre. Et donc, on va essayer de discriminer tout ça et comprendre pourquoi il y a Dieu et diable d'un côté. Parce que c'est les deux visages du bien et du mal. Alors, sans doute, il y a des raisons théologiques et autres, mais je vais vous montrer des raisons pictographiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en grec? Déa, Comment? Non? le Dieu de Ça la s'appelle tentation. une dialyse, un diagnostic, un diamètre. C'est quoi ce mot? Ça veut dire séparer, diviser. Hein. Faire un diagnostic, c'est partir de toutes les causes possibles et puis séparer petit à petit. Donc le D, en grec en tout cas, est le résultat de la division, de la séparation. Alors, pour ceux qui ont suivi, il y en a qui devraient crier au secours parce que D en grec, c'est pas D, c'est delta. Donc voilà, mais les deux coexistaient. Il faut savoir, c'est que les doriques, donc les Grecs, héritent de cet alphabet phénicien, mais il y a bien sûr des variantes. C'est-à-dire qu'il y avait un tronc commun, on va dire, de 80%. Il y a quelqu'un qui s'appelle Geoffrey qui écrit un gros pavé où il y a toute la, comment dirais-je, le catalogue de tous ces alphabets. Et il y avait le D qui cohabitait côté du delta. Delta voulant dire qui venait de Dalet, porte en phénicien, et qui est devenu delta du Nil. Ça D'accord? veut dire que Mais qui est devenu aussi ça. Et ça, c'est quoi? si on le lit, ça Comment? donne l'étoile juive. Pyramide à l'envers. Ça veut dire que Dieu n'existe pas sans C'est un diamant. sans Diamant. la base, et que la base n'existe pas sans Dieu. Ça, c'est Dieu notre a relation. regardé son peuple, et le peuple s'est retourné vers Dieu. D'accord. Oui, Ok. si on les superpose, c'est ça. Ok. C'est C'est quoi ça? Diamant. Non. Industriel. C'est aussi le ventre. D'accord? la Ça se création. dit, en parlant, c'est aussi la création. C'est une autre forme de la création. C'est le ventre en grec. Donc delta veut dire, se dit aussi du ventre de la femme. C'est-à-dire le bas en l'occurrence. Mais donc, on bute toujours sur le D. Alors donc le D, là, c'est dia. C'est diabolos. Dieu, le diable, il divise, il sépare. D'accord? Et comment on arrive au D, Deus, de Dea? Qu'est-ce que c'est que le D en latin? Alors là, je vais chercher un petit peu, je vais laisse bosser. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui bosse. Qu'est-ce que ça peut être que ce D? Vous avez surpris qu'on devait le savoir. Au niveau pictural, Au niveau pictographique, voilà. c'est une moitié. Oui, c'est ça. Donc là, c'était moitié. C'est la On le moitié, dit, c'est la division, moitié. séparation, C'est la moitié, de- très bien. C'est la moitié de l'œil. On avait décidé. Non, c'est pas la moitié de l'œil.
C'est quelque chose qui existe. Comment? C'était de la lumière. Ouais, non, c'est trop compliqué, plus simple encore. Plus simple. Allez, je vous aide, c'est dans le ciel. Non. Si c'est pas le soleil, c'est quoi? La lune. La lune. 2 minutes. Alors j'ai amené une photo. Bon, d'accord. Ça c'est le dé. D'accord? C'est le dé des latins. Et comment on dit demi-lune en latin? On dit decrescens. On dit dichotomos, mais ça c'est grec. On dit defectus lunae. C'est la lune qui est en défaut. Ou bien, il y en a encore un, c'est, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est dimidius, qui veut dire demi, tout simplement. Donc là, Dieu est associé à la fécondité, mais féminine cette fois-ci. D'accord? Puisque la lune, on sait, a un lien avec la fécondité féminine. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive à peu près au bout de cet exposé. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, on va. Donc, l'alphabet est anthropomorphique, mais il parle aussi de choses plus philosophiques et que l'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu. Mais en tout cas, l'écriture de Dieu existe. Elle pose question et en réfléchissant à partir de ces principes, on voit que voilà, on peut représenter des choses belles et importantes. Voilà. Est-ce que l'alphabet phénicien il a une relation avec d'autres alphabets qui l'ont précédé, par exemple le cunéiforme ou hiéroglyphe? Je ne crois pas qu'on ait jamais établi la moindre relation entre le cunéiforme et les hiéroglyphes et l'alphabet. Pour moi, c'est vraiment une création de génie. et alors, effectivement, il s'est trouvé dans l'alphabet hébraïque, dans l'alphabet arabe, etc., que je n'ai pas étudié moi parce que je considère que l'alphabet hébraïque a davantage il y a eu une couche, je dirais, calligraphique. C'est-à-dire que pour la simplification, etc. De même que je l'ai pas étudié, l'écriture calligraphique de l'alphabet grec, comme alpha par exemple, qui est liée plus à des convenances de simplification que vraiment à l'origine de la lettre et à son sens de départ. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que cette petite découverte peut bien sûr amener, puisqu'on parle du monde, donc on peut parler du monde d'aujourd'hui, et on peut faire bien sûr des abécédaires basés sur cette petite découverte. On peut dire le D est une demi-lune. Le O est un œil. D'accord? Parce que le O est un œil, c'est-à-dire que alors oui, l'application. Il faut que je vous explique l'application. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cet alphabet à l'origine? Donc il y a des raisons, bien sûr, anthropomorphiques, il y a des raisons symboliques, etc. Mais pourquoi c'est mieux? Pourquoi Thierry, qui avait 5 ans, aurait préféré qu'on lui apprenne son alphabet comme ça, de cette façon? On va essayer d'apprendre à lire et à écrire, mais en 2 minutes, et non pas en 1 an. D'habitude, on met 1 an pour apprendre à lire et à écrire, on va apprendre à lire et à écrire en 2 minutes. Par exemple, je veux écrire en grec, la syllabe po. D'accord? La syllabe po. PO, mais c'est pas PO en grec. Alors, j'entends le son P,
Et moi, j'ai un petit glossaire qui me dit, en face de son P, je mets la lettre. Ouais, non, je mets la lettre porte, pilier. Hein? Pilier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la porte. Moi, j'ai un petit glossaire qui me dit, en face de chaque lettre, pi égale porte. D'accord? Donc, j'apprends ça par cœur, j'apprends mes 26 lettres. Et donc, quand j'entends le son P, je pense à P et je dessine une porte. C'est la perception des choses. Si vous voulez. On peut dessiner aussi B. B, ça signifie maison. Voilà. Ça commence par B. Parfait. Là, on est sur B. Et le son O, comment je fais? Je sais qu'en face de O, j'ai le mot ophtalmos. Ophtalmos. Hein, d'accord, j'ai le son ophtalmos. Et par conséquent, ophtalmos, c'est rond, donc je dessine un œil. Voilà. Donc, en 2 minutes, j'ai appris à lire et à écrire. À lire, comment je fais? Ça, je vois que j'ai une pile, donc c'est un son P. Et là, j'ai un ophtalmos, donc j'ai un son O. Donc, en 2 minutes, j'ai appris à lire et écrire un syllabaire. Mais quand ça s'est passé, c'est ce côté génial. Là, Ça s'est passé. oui, alors, je n'ai pas situé dans le temps, c'était une erreur. Là, cet alphabet dont on parlait, cet alphabet grec, il faut voir que les Phéniciens ont commencé à le disséminer vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, pourquoi ils ont créé déjà? Comment? Pourquoi ils ont utilisé des dessins comme ça? Pourquoi ils ont créé, comme il y avait le dessin, comme il y avait d'autres formes d'écriture qui existaient avant eux, pourquoi ils ont, eux, créé ça pour utiliser, qu'ils n'ont pas utilisé ce qui existait à l'avance? D'accord. Alors, ils n'ont pas utilisé, c'est une très bonne question, ils n'ont pas utilisé ce qui existait comme Alep, je vous l'ai montré, parce que Alep, en grec, le bœuf, ça se dit bos. Ça commence par un B. Donc, ils ont dit, on va recycler la lettre, on va quand même utiliser le Alep phénicien, et comme on n'a pas la même langue, on va adapter le A, on va le recycler, si vous voulez, pour qu'il devienne acrone, c'est-à-dire ce qui est au sommet, à la pointe. D'accord? Les langues ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, l'alphabet, cette transition, ça va jusqu'à 403 avant Jésus-Christ. Et 403 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la guerre du Péloponnèse. Vous savez que les Grecs s'étaient battus entre eux, entre les Spartes et puis Athènes, etc. Donc c'est assez compliqué, c'était épouvantable. Et puis en 403, ils disent, écoutez, tous nos alphabets qui ont été disséminés partout sur la Grèce, dans les différentes cités, etc., on va le fusionner en un seul, qui a été adopté et qui est, encore aujourd'hui, sur nos billets en euros. Hein, vous savez que sur les billets en euros, il y a marqué ça, et il y a marqué ça. Et vous pourrez dire en sortant d'ici que vous connaissez déjà au moins 2 lettres sur ces billets en euros. Donc vous savez lire maintenant vos billets en euros, ce qui peut servir pour le cadeau de Noël. Il n'y a pas d'S en fait. Comment? Euros, on ne prend pas d'S sur les Il billets. n'y a pas de S. Ouais, c'est plus cheap. Voilà. Donc, on peut après, derrière, s'amuser à faire d'autres abécédaires. Le D est une demi-lune, le O est un œil, etc., basé sur le T, par exemple, est un tire-bouchon. Donc ça, c'est pratique, c'est un très bon cadeau de Noël. Le T est un tire-bouchon. Et tout ça pour dire, ça peut avancer encore dans le monde et dans l'apprentissage et des choses très basiques. Moi, j'ai fait une présentation dernièrement à des gens qui faisaient l'alphabétisation, ça les intéressait, sur comment enseigner l'écriture et
Oui, Et le Y, oui. la langue française, c'est pas un I, c'est un O. C'est le O grec. Ouais. C'est le O, et se prononcer O et pas U. Oui, alors. Tire, on écrit tire et on dit sourd. Ouais. Donc, je ne sais pas si en français on dit Y ou U. On dit, nous on prononce I, Thierry par exemple, Thierry, c'est un Y. On dit Y ou Y. Non, on dit Y. 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 I comme un I. En mer. Voilà. C'est bon? C'est fini. Dites-moi. Donc, nous remercions M. de Mortin, donc, qui était l'ALEF de nos conférences pour la paroisse. Et c'était très enrichissant, on a beaucoup appris sur nos origines, et l'origine du monde aussi. Et maintenant, on vous invite donc pour prendre tous ensemble un café de l'amitié dans la salle paroissiale.